Bonjour et bienvenue à cette première édition de la Tribune TVHR pour 2025. Évidemment, qui dit 2025 dit beaucoup d'actions au niveau politique, autant municipal que fédéral, parce qu'il y aura des élections municipales en novembre 2025 et fort probablement des élections fédérales quelque part ce printemps. Donc, évidemment, la Tribune va accorder beaucoup de temps d'antenne aux principaux candidats. D'ailleurs, on est à établir un plan pour rencontrer toutes ces personnes qui vont se présenter, autant au niveau municipal que fédéral. On vous en fera part au cours des prochaines émissions. Évidemment, je vous confirme également qu'il y aura un quatrième candidat à la mairie de Saint-Jean. Il s'agit du conseiller M. François Roy. Donc, on aura l'occasion de rencontrer au cours des prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au budget 2025 qui a été déposé là, en décembre dernier. Les deux candidats qui feront face à Mme Bouchard annoncés, soit Éric Latour et Marilyn Charbonneau, ont manifesté l'intérêt de commenter ce budget et on leur a permis, bien sûr, de venir commenter le tout à l'émission. On commence aujourd'hui avec le chef de coalition, Éric Latour. Éric Latour, Éric, bonjour. Bonne année. Bien, toi aussi. Ça fait plaisir. Donc, tu auras l'occasion au cours des prochains jours là, d'annoncer les différents candidats pour l'élection. Donc, on est rendu à cette étape-là du grand dévoilement des candidats. Voilà, donc on aura l'occasion de les rencontrer au cours des prochaines semaines. Bon, première question. Première impression du budget qui a été déposé donc en décembre dernier là, par la Ville de Saint-Jean. C'est un budget qui est correct dans la mesure où on est dans une année électorale. Mais en même temps, il faut toujours se rappeler que dans les deux derniers exercices, le dernier, l'augmentation des taxes au niveau domiciliaire avait grimpé de 7,75 et l'année d'avant, on l'oublie, mais la taxe d'affaires avait augmenté de 11-12 %. Là, on est dans un budget avec une augmentation sous la barre des 3 %. On sent, je pense, véritablement la présence des candidats ou des conseillers indépendants qui sont assis autour de la table, qui ont manifestement mis, disons, de l'influence dans ce budget-là. Et quand on regarde l'ensemble des villes au Québec, la moyenne tourne aux alentours de 2,9 %. Donc, je pense qu'on a une augmentation qui est raisonnable. C'est un budget qui est un budget de maintien, un budget qui est correct. Donc, c'est ça. Mais on ne pouvait pas de toute façon penser, parce que certains candidats prônaient même aucune augmentation de taxes, ce qui est impossible. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Bien, moi, je trouve ça assez incroyable. Bon, puis on le sait, il y a un conseil municipal qui a voté contre le budget prétextant qu'il fallait que ça soit 0 %. Mais juste les augmentations de salaires qui sont déjà prévues aux conventions collectives, juste ça en partant, c'était 2,5 % d'augmentation de taxes. Donc, si on dit 0 %, ça veut dire qu'on coupe des employés. Puis là, on fait quoi? À tous les ans, on dit 0 %. Donc, à tous les ans, on coupe des employés. Et quand on coupe des employés, on coupe des services. On n'a plus de service. Je veux dire, ça n'a pas de sens, là. Oui, c'est ça. Bon, tu parlais de l'influence des élus indépendants. Oui. Jusqu'à quel point, donc, tu penses que c'était important, cette influence-là? Parce qu'il y a des rumeurs, bon, que beaucoup de ces élus-là vont se joindre à d'autres candidats à la mairie. Quelle influence, tu penses, que ces élus-là ont eue pour l'adoption de ce budget-là? Moi, je pense qu'elle est majeure. Moi, je pense que dès le début de cet exercice-là, visiblement, les indépendants ont annoncé leur couleur pour dire, écoutez, là, il faut... On ne peut pas parler d'un gel d'embauche, mais disons que clairement, il y a une directive qui a été envoyée aux fonctionnaires pour dire, écoutez, là, on va mettre un peu le couvercle sur la marmite des embauches, sauf peut-être quelques exceptions. À défaut de quoi, on aurait eu droit probablement à une augmentation de 3,3, 3,4, 3,5 %. Donc là, je pense que là-dessus, visiblement, il y a eu une influence pour dire, écoutez, là, avec l'augmentation qu'on a eue l'année passée, il faut visiblement mettre le couvercle sur la marmite. Est-ce que tu crois que ce budget-là a mis l'accent vraiment sur les points importants au niveau là, de la gestion des finances? Je ne sais pas si tu comprends le sens de ma question, là, mais on parle beaucoup des dépenses qui sont encore élevées, du taux de la main-d'œuvre qui est encore élevé, mais est-ce que tu penses que ce budget-là peut pas régler certains problèmes, mais mettre un peu la marmite sur le feu? Bon, la petite bonne nouvelle de ce budget-là, c'est la masse salariale qui, rappelons-le, en 2022, était à 49 %, l'année passée, 48 %, et là, pour 2025, 47 %. On reste quand même dans les villes dont l'espace qu'occupe la masse salariale est l'une des plus élevées au Québec. Oui, mais si tu me permets, on va expliquer qu'on donne moins en sous-traitance, par exemple. Ça reste à valider. Moi, j'aimerais bien ça un jour que quelqu'un m'explique dans le moindre détail, en faisant de véritables comparaisons avec des villes comparables, des villes qui ont un service de police local, ce qui est notre cas,
qui ont un service de transport en commun et qu'on nous fasse réellement la démonstration, preuve à l'appui, qu'on a vraiment moins de sous-traitance qu'ailleurs. Moi, à ce jour, il n'y a personne qui m'a prouvé noir sur blanc que c'était le cas. OK. Mais la masse salariale, au moins, a commencé à diminuer un peu. Ça reste quand même une bonne nouvelle, mais ça reste quand même très, très, très préoccupant. Par contre, ce que ce budget-là montre, c'est à nouveau la ventilation des revenus. 80 des revenus, c'est des taxes et des tarifs. Dans ce 80 %-là, il y a 56 que c'est de la taxation domiciliaire, 23 le commercial et à peine 7 d'industriel. Donc, on est en deçà de la moyenne provinciale. Donc, tu aurais voulu que, exemple, on taxe moins les citoyens et un peu plus l'industriel. C'est-à-dire qu'à court terme, on ne peut pas. Mais si on finit un jour par augmenter l'assiette fiscale provenant de la taxation industrielle, donc pour ça, il faut faire de la prospection, il faut faire du développement économique. Ça prend du leadership pour arriver à ça, pour qu'un jour, on ait davantage de revenus émanant de l'industriel et donc contenir un peu l'assiette fiscale pour que le propriétaire de maison, que le fardeau cesse de reposer, pas uniquement sur lui, mais beaucoup trop sur lui. En fait, tu souhaiterais qu'on diversifie les sources de revenus. Ah, c'est immanquable. Il va falloir, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas une ville pauvre, mais c'est pas une ville riche. Tu sais, on fait juste regarder nos infrasportives. Des fois, on fait pitié un peu. Là. Des gens me disent « Ouais, mais M. Latour, à Green Bay, ils ont telle affaire, puis à Brossard, puis à Cowansville, puis même à Farnham. » Mais actuellement, Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas d'air dans son budget. On est coincé dans les revenus parce qu'on a passé d'industriel, puis on est coincé dans les dépenses parce qu'on a une masse qui occupe une place beaucoup trop importante. Donc, à court terme, je pense que le président conseil a fait un job correct, avec une augmentation qui, somme toute, est raisonnable. Mais les grandes questions, les enjeux, ils vont être discutés dans la prochaine campagne électorale qui s'en vient. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que tu soulignais aussi dans le communiqué là, qui faisait suite au dépôt du budget, c'est que c'est correct, mais c'est lors de la campagne électorale que les enjeux vont être débattus et en savoir davantage sur ce qu'on doit faire. Et c'est un budget d'opération. Tu sais, d'ailleurs, ça m'a un peu surpris. Il y a un citoyen qui posait une question à l'étude du budget. Il dit « Ouais, mais là, les infrastructures… Puis le directeur général essayait de faire comprendre aux citoyens que… Non, là, ça, c'est le budget d'opération. C'est pas le budget d'investissement qui va venir plus tard au mois de juin. Puis d'ailleurs, quand on parle de dette… Encore là, il y en a qui prétendent qu'il faudrait comme pas avoir de dette. Moi, faisons le tour de nos amis, là, maison, auto, peu importe. Une ville, c'est comme un peu un simple citoyen. Bien, en fait, on a des revenus, on a des dépenses, si on veut développer dette. Des projets ou quoi que ce soit. Ça prend des emprunts pour des fois à faire des projets. Bon, actuellement, le service de la dette à Saint-Jean-sur-Richelieu est aux alentours de 12-13 La moyenne des villes, c'est plus 18-20 Donc, on n'est pas très, très endetté, mais ce n'est pas tant une bonne nouvelle. Ça démontre, malheureusement, qu'on a sous-investi dans les dernières années. Et là, je reviens à ce que je dis depuis le départ. On a une pénurie de logements. On a des terrains résidentiels, des zones résidentielles. J'ai fait l'inventaire dans les dernières semaines. Il y en a. Mais malheureusement, on n'a pas prévu les infrastructures en conséquence, donc on est en rattrapage en ce moment. On est en rattrapage. Et tu vois pas ça dans ce budget-là? Bien, c'est un budget d'opération. Je pense que là, il y aura le PTI, le Programme triennal d'immobilisation, qui viendra au mois de juin. Ça va nous donner une meilleure indication, mais là, on va être à quelques mois des élections, donc je pense que le Conseil va rester prudent. Donc, les vrais enjeux, bien, ils vont être discutés durant la campagne électorale. Même chose pour l'habitation. Est-ce que tu sens qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des plans dans ce budget-là qui vont dans ce sens-là? Je vais référer au dernier PTI qui a été adopté au mois de juin 2024. Bon, là, enfin, on va installer une pompe à la station de pompage Saint-Maurice. Ça va permettre de débloquer un projet dans Saint-Eugène. On est supposé ajouter une pompe éventuellement sur Loyola-Champlain. Dans la revitalisation des vieux quartiers, ça va aider. On est en train de séparer les réseaux, le pluvial et sanitaire du côté d'Iberville. Il y a du monde sur la rue Bellerive là, qui sont tannés. Là, depuis 25 ans, ils ont des pompes au printemps parce qu'on a peur que ça monte dans le sous-sol. C'est pas normal qu'on a encore, nous, là, des citoyens là, qui ont de l'eau dans le sous-sol quand il mouille fort dehors. Là. Et ça, c'est un enjeu d'infra, donc c'est un enjeu d'investissement. Et ça n'a malheureusement rien à voir avec le budget d'opération qui a été voté là, au mois de décembre dernier. Oh, okay. C'est deux choses complètes. Il faut que les gens comprennent que investissement et budget d'opération,
C'est deux affaires complètement séparées. Bon, tu vois, tu fais bien de le mentionner, même si je suis la politique, là, tu vois, c'est deux choses complètement différentes et que j'apprends aujourd'hui. Donc, Bien, il y a des revenus, il y a des dépenses. Ça, c'est les opérations courantes. Payer les travaux publics, la police, les pompiers, bon, les loisirs, ce genre de services-là. Mais dès que vient le temps de dire on investit 12 millions pour réparer des tuyaux, bien ça, c'est dans la capitalisation, c'est dans les investissements. Ouais. Dans le communiqué aussi, tu dénonces, il y a un point qui n'a pas été mentionné, mais je pense que ça a été posé dans la période de questions, au sujet de la masse salariale qui entoure les opérations du cabinet de la mairesse. Oui. Moi, ce qui m'agace, évidemment, ce n'est pas les montants en jeu, les montants sont anémiques. Mais moi, qui occupe une fonction de gestionnaire dans une entreprise privée depuis plus de 20 ans, jamais un employé est venu me voir pour me réclamer 2,1 km de déplacement pour une affaire de 2-3 $ de déplacement. Je ne comprends pas, moi, qu'on accepte que des employés réclament du bas kilométrage. Je veux dire, moi, si je pars de mon bureau puis je m'en vais dans un autre bureau à 3 km de distance, là, je ne chargerai pas ce kilomètre-là. Si je m'en vais dans un congrès à Québec, oui, je vais charger mon kilométrage. Mais j'ai un peu de misère. J'ai vraiment beaucoup de misère avec ce principe-là. Les montants sont anémiques, mais c'est le principe. OK. C'est vraiment le principe qui est très, très, très agaçant. Bon. Donc, tu disais que les vrais enjeux vont se faire la campagne électorale. On s'en est parlé au mois de novembre lorsqu'on a fait notre première entrevue. Mais est-ce qu'il y a déjà des enjeux importants que tu souhaites mettre de l'avant pour que le prochain budget, parce que là, aujourd'hui, l'entrevue est sur le budget, pour que le prochain budget soit, disons, moins contraignant pour les citoyens? C'est-à-dire que si rien n'est fait, malheureusement, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les taxes à Saint-Jean vont augmenter plus vite que l'inflation et plus vite que les autres villes, parce qu'il y a un déséquilibre fiscal au niveau des revenus. L'autre chose, on est l'une des villes dont le taux d'inoccupation est le plus bas en termes d'offres d'habitation, de logements abordables. Mais pour ça, on a des terrains, mais on n'est pas capable parce que les infras n'ont pas suivi, parce qu'on n'a pas investi quand c'était le temps. Moi, ça me fend le cœur quand je vois des gens là, qui habitent dans des 3,5, dans des 4,5, puis qui paient des 12, des 13, des 1500 $ par mois, parce qu'il y a aussi l'offre et la demande qui vient jouer dans ce calcul-là. Et faut pas que tu sais, des fois, les gens, ils sont locataires, puis ils pensent que c'est pas d'intérêt d'aller voter au municipal. Bien, n'oubliez pas, c'est parce que si le compte de taxes de votre propriétaire augmente, qui va le payer? Forcément, ils vont refiler la facture. Forcément, c'est les locataires en bout de ligne. Ouais. Bien, Éric, merci beaucoup. On aura l'occasion de se reparler sans doute parce que, évidemment, il y aura la présentation des candidats et d'autres événements qui nous amèneront à nous parler au cours des prochaines semaines. Je suis sûr qu'on va parler de l'église Saint-Gérard-Magella et des golfs dans la prochaine année, assurément. Sûrement. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Après la pause, donc, on reçoit Mme Marilyn Charbonneau, qui, elle aussi, va venir commenter le budget 2025 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci. Nous sommes de retour à la tribune TVHR et cette fois-ci, c'est la chef de Démocratie Saint-Jean, Marilyn Charbonneau, qui est avec nous pour commenter le budget 2025 de la ville de Saint-Jean. Bonjour, Mme Charbonneau. Bien, bonjour. Bonne année 2025. Mais à vous aussi. Une année fort occupée, hein? Ah oui, fort occupée, mais on commence bien avec vous. Alors, Ah, ben, tant mieux. Alors, la première question, donc, première réaction à ce budget 2025. Vous avez émis un communiqué au lendemain du dépôt du budget. Donc, réaction globale de ce budget 2025. Réaction globale, c'est clairement un budget électoraliste, là, puis personne ne semblait s'en cacher. Puis, c'est aussi un budget de maintien qui nous maintient dans l'immobilisme. Alors, grosso modo, on traite aucune
questions stratégiques par rapport à l'avenir de la ville, que ce soit le service d'urbanisme ou la diversification des revenus, des moyens qui pourraient justement nous rendre un peu plus prospères puis moins dépendants de la taxe résidentielle. Mais au niveau de l'augmentation des taxes qui ressemble à peu près à l'augmentation du coût de la vie, ça, vous ne pouvez pas être en désaccord avec le taux de taxation. Bien, c'est sûr que là, on est à peu près dans le milieu du peloton des augmentations de taxes des grandes villes. Fait qu'effectivement, on est autour du coût de la vie, mais c'est aussi suite à une augmentation de 7,75. Alors, on aurait pu aussi se serrer davantage la ceinture, mais c'est quand même raisonnable. OK. Vous soutenez que ce budget-là ne tient pas compte des réalités actuelles. Quelles sont ces réalités-là et pourquoi vous dites ça? En fait, on le sait en ce moment là, qu'il y a l'itinérance, par exemple, qui est un grand dossier qui nécessite des investissements. Puis actuellement, on n'a aucun plan pour faire face à ça. On n'a non plus... on n'a pas affecté les montants à des actions concrètes qui pourraient faire aider finalement le dossier d'itinérance. On parle encore du service de l'urbanisme. On le sait, la vérificatrice générale a émis un rapport qui remettait en cause finalement la performance du service, mais le service d'urbanisme, c'est le cœur d'une ville. Tu sais, c'est les futurs développements immobiliers, c'est les développements immobiliers en cours, puis le développement immobilier, c'est une grande partie des recettes de la municipalité. Puis, on a aussi l'accès aux services de loisirs. Là, on le voit, on paye toujours plus, mais moins de services. Là, on l'a vu dans le Canada français, on parle de moins d'heures disponibles pour les cours de piscine. Au service d'urbanisme, on entend maintenant qu'on ne peut plus y aller juste en se présentant. Il faut prendre un rendez-vous. Puis, on l'a vu aussi dans la politique de soutien des organismes communautaires. Bien, on a sabré là-dedans, mais finalement, c'est eux qui tiennent le filet social. Ils ne sont pas inclus dans les investissements puis dans la vision de la ville pour 2025. Donc, mais comment on aurait pu mieux gérer ça à l'intérieur d'un budget sans nécessairement là, que le fardeau fiscal des citoyens là, soit touché? Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut optimiser parce que là, on voit dans le budget l'augmentation des ressources humaines. C'est 30 depuis l'arrivée au pouvoir du conseil municipal actuel. Ça veut dire 59 millions de dollars supplémentaires qui va pour payer des ressources humaines. Alors, est-ce qu'on a optimisé? Est-ce que toutes ces ressources-là sont nécessaires? Puis, est-ce qu'une partie des ressources pourrait être affectée pour livrer des services sur le terrain? Ça, c'est une des pistes. La deuxième, diversification des revenus, les redevances, des incitatifs, l'écofiscalité. Ça, c'est une façon de générer des revenus qui nous permettrait d'en faire plus, puis qui enlèverait le fardeau fiscal sur les citoyens. Oui, c'est ça, parce que dans votre communiqué, vous mentionnez qu'actuellement, les familles sont surtaxées, sont très compressées au niveau des taxes municipales. Vous aimeriez que les revenus viennent que les sources de revenus, en fait, soient plus diversifiées. Bien, absolument. Puis, tu sais, par exemple, là, on pourrait regarder un incitatif au développement. Là. Quand on fait, par exemple, on choisit un périmètre sur séminaire, puis on dit, il y a telle bâtisse, tel périmètre, si vous faites de la densité, si vous êtes des bâtiments éco-énergétiques, etc., bien, on va vous donner des incitatifs. Puis, il y a une redevance de base qu'on aurait instaurée. Fait que les gens seraient encouragés à faire des meilleurs projets qui rapportent autant aux citoyens, parce que quand que le bâtiment est éco-énergétique, ça coûte moins cher de facture, qui rapportent aussi aux propriétaires, parce que là, ils peuvent faire plus d'unités sur un même lot, puis qui rapportent à la ville aussi, parce que le fardeau fiscal au pied carré va être distribué sur un plus grand nombre de citoyens. Fait que c'est comme ça qu'il faut être plus créatif, finalement, puis peut-être un peu plus efficace dans la gestion de nos finances publiques. Puis on n'est pas en train de pelleter des nuages, là, c'est des choses qui se font à Longueuil, dans plusieurs municipalités, et ça fonctionne. Ouais. Comment vous voyez la situation là, de la masse salariale qui a été diminuée d'1 %, mais qui, selon plusieurs, demeure quand même élevée pour une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu? Comment vous voyez la situation? Bien, il faut faire attention parce que ça a diminué d'1 % par rapport au budget global. Fait que si le budget global a augmenté dans les 4 dernières années, le budget global a augmenté de 30 %. C'est énorme, là. C'est 2,5 fois plus que l'augmentation dans le
précédent mandat, bien là, ça veut dire que c'est 1 % de moins, mais les dépenses en ressources humaines sont toujours plus élevées. Alors, il y a clairement là, une analyse à faire à l'interne parce qu'on entend beaucoup de choses comme citoyen puis comme candidat à la mairie. Les gens se confient beaucoup et de plus en plus. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des tâches complètes ou on voit des manques, qu'on n'est pas capable de répondre à certains besoins, mais pourtant, on a toute cette masse salariale-là, ces gens-là qui travaillent, puis on continue quand même à donner beaucoup de contrats à l'externe. Parce qu'on nous dit qu'on veut faire plus de choses à l'interne dans les travaux publics, c'est pour ça qu'on augmente la masse salariale, mais les contrats externes, eux, ils ne baissent pas en adéquation avec l'augmentation de la masse salariale. Donc, quand on nous explique qu'on fait moins de sous-traitance, c'est ce qui explique pourquoi la masse salariale est plus élevée. Vous adhérez pas à ça? Moi, j'adhère pas à ça du tout parce que, je veux dire, on fait encore beaucoup de contrats à l'externe sur des choses que nous, on peut très bien faire à l'interne. Alors, on augmente les coûts des deux côtés, fait qu'on fait aucune économie au final. Là. Puis c'est le citoyen qui paye, puis en plus, comme on a pu le voir, ils n'ont pas plus de services. Fait qu'à un moment donné, qui pense aux contribuables, qui pense à la capacité de payer des citoyens. Je parlais dans mon communiqué de presse des personnes âgées. Eux, ils ont une allocation de vieillesse qui n'est pas indexée au coût de la vie. Ces gens-là, c'est un fardeau qu'on ajoute toujours sur eux pour justement se payer des choses essentielles comme un loyer, par exemple. Là. Puis pendant ce temps-là, bien, on voit nos conseillers municipaux, le conseil, augmenter leur salaire de 30 % de l'indexer au coût de la vie. Puis eux, ils n'ont pas fait d'économie sur l'indexation au coût de la vie cette année. Ils auraient pu être aussi. Oui. Bon, on a parlé de la masse salariale, mais il y a aussi tout le ratio de la dette aussi qui a été fort discuté, que les citoyens s'inquiètent. On est quand même sous la moyenne. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Il y a quand même des conséquences à avoir un taux de niveau de dette bas. Ça veut dire qu'on n'investit pas assez, on ne fait pas assez d'emprunts. Comment vous voyez ça, vous, qui a quand même baissé, je pense, de 17 à 12 % le niveau de la dette là, pour le budget? En fait, oui, on a peut-être réduit le fardeau de la dette, mais elle continue quand même à croître. Puis on le voit qu'on fait de plus en plus d'investissements. Puis ça a un impact à long terme. Fait que tant que c'est contrôlé puis qu'on ne continue pas à aller à cette cadence-là, sachant la situation économique, là, en ce moment, je pense que tout le monde est quand même assez inquiet de ce qui se passe sur la scène internationale. Tout à fait. Ça va avoir un impact sur nos entreprises, sur les emplois aussi. Mais il faut aussi agir en conséquence puis continuer à maintenir quand même un taux de dette qui est dans la moyenne relativement stable. Bon. Lorsqu'on s'est parlé au mois de novembre, vous avez parlé d'infrastructure, que cet aspect-là vous inquiétait, qu'il fallait investir davantage. Oui. Je sais qu'il y a un PTI qui s'en vient au mois de juin, oui. Mais est-ce que vous auriez aimé qu'on ait déjà des indices sur ce que la Ville voudrait faire en infrastructure? Bien oui, ça aurait été intéressant d'avoir un peu plus de priorité. En fait, c'est qu'on nous présente un budget avec très peu d'informations sur qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, on voit que le budget, il a augmenté peut-être de 2 % le budget en infrastructure cette année, mais augmenter de 2 % sur un budget qui est quand même plus important, mais les travaux coûtent plus cher, puis c'est où qu'on va investir? Est-ce qu'on va encore faire des places publiques? Ou on va investir pour diviser les réseaux combinés? C'est quoi qu'on fait? Ça va être quoi les priorités? On n'a rien entendu sur les loisirs non plus. On n'a rien entendu sur justement comment qu'on va faire pour améliorer, accélérer les travaux pour éviter les déversements puis les inondations. Parce que là, on le sait, l'hiver est là, ça s'en vient la période. Là, on va avoir plusieurs citoyens. Fait que c'est pas suffisant l'augmentation, il faut en faire plus. Puis pour ça, bien, il faut optimiser, il faut diversifier les revenus. Mais justement, optimiser les revenus, c'est une façon que les citoyens n'aient pas à, entre guillemets, payer pour les augmentations de taxes. Mais dans un contexte actuel, comment on peut vraiment augmenter les revenus sans pour autant que les citoyens en payent la note là, au niveau de la taxe foncière? Mais
Comme je disais tantôt, tu sais, les incitatifs, les redevances, où il y a encore plein d'autres diversifications des revenus qu'on peut faire, là. Fait que c'est sûr qu'il faut aller encourager les gestes exemplaires, puis peut-être justement, je veux pas dire punir, là, mais il y a un coût finalement à prendre des gestes qui coûtent plus cher à la société. Fait que ça, il faut l'explorer maintenant, c'est évident, là. Puis après ça, ben, tu sais, c'est sûr que la taxe foncière actuellement, ça va rester de toute façon le principal revenu de la municipalité. Puis après ça, il faut faire des représentations auprès du gouvernement du Québec aussi. Parce que nous, on gère les plus grands actifs du Québec, c'est les municipalités qui les gèrent. Mais ce qu'on reçoit, finalement, de la part du gouvernement du Québec, c'est pas assez significatif. Fait que ça, il y a beaucoup de représentation à faire à ce niveau-là. Puis, on a toujours finalement, là, les terrains vacants. C'est toutes des taxes qu'on peut faire. Il va y avoir bientôt un projet de loi sur l'agriculture qui suggère de stimuler les terres finalement pour qu'ils soient remis à l'agriculture. Il y a plusieurs choses là, qu'on peut faire. Je vais prendre la dernière minute pour parler de la campagne en tant que telle. Évidemment, là, on est dans la période où on va probablement commencer à annoncer certains candidats. Sans nous les nommer, est-ce que, pour l'instant, vous pouvez dire que vous avez une équipe complète, que vous êtes à l'aise avec ce que vous allez présenter là, au cours des prochains jours, prochaines semaines? Oui, bien, en fait, moi, je peux dire qu'on a une équipe qui est complète. Tout le monde a confirmé. Nous, on a un code d'éthique. Tout le monde s'est engagé au code d'éthique pour faire partie de notre équipe. Puis, vraiment, majoritairement des gens, des gestionnaires, des intrapreneurs, des entrepreneurs, toutes des nouvelles personnes qui n'ont pas siégé au conseil. En ce moment, je pense que c'est ça que ça nous prend parce qu'on voit, là, on a des gens qui sont là, la coalition des démissionnaires, là, ils sont là depuis 13 ans, 20 ans, puis aucune solution a été apportée. Aujourd'hui, là, on vous parle de diversification des revenus, c'est des choses qui sont parlées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis on n'a aucune solution aujourd'hui, puis on vit avec les conséquences. Fait que je pense que ça prend du renouveau, puis mon équipe, ça va être ça. Puis j'annonce ma première candidate finalement là, cette semaine. Bon. Puis vous allez voir, c'est une bonne candidate déjà beaucoup impliquée dans le milieu. Là, ce sera une lutte à 4 plutôt qu'une lutte à 3 parce que M. Roy a annoncé dans sa page Facebook qu'il se présentait comme candidat à la mairie, donc une lutte à 4 à venir. À venir, ça va juste alimenter le débat, puis on espère que ça va être une élection sur les idées d'abord, fait qu'on va être content d'échanger avec M. Roy. Merci beaucoup, Mme Charbonneau, et puis au plaisir de se reparler. Ça sera sans doute le cas au cours des prochaines semaines. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs.